Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Pour faire suite à notre précédent spécial sur le plan de continu des affaires, nous avons décidé de parler de la gestion des incidents avec Vincent. Salut! Et on va, dans le fond, continuer un peu sur la même lancée qu'on a eue la dernière fois sur le PCA. Là, on va aborder la gestion des incidents et c'est Vincent qui va amorcer la mise en bouche. Oui, ben écoutez, j'ai pas envie de donner une recette toute parfaite, toute prête pour une saine gestion des incidents. Puis en passant, je vais appeler ça une saine gestion, là, je veux pas appeler ça une gestion parfaite, mais je veux plus aborder un peu les aspects de gouvernance. Tu sais, ça prend dans la recette, là, ça prend des ingrédients. Et puis, quand on a les bons ingrédients qui sont adaptés aussi à notre appétit au risque, fait que ça prend une gestion de risque aussi en amont. Un, pour interpréter, avoir une définition commune et puis une déclinaison de critères pour adresser ce qu'on appelle un incident. Et puis, au niveau des ingrédients, première des choses, un incident, d'entrée de jeu, un incident, ça arrive. Point barre. C'est soit malheureux ou c'est soit un petit irritant qu'on corrige de façon ponctuelle et puis la vie continue et puis on continue notre prestation de service, on fait de l'argent, on rend nos clients heureux et puis la Terre continue de tourner. Il y a d'autres incidents, toutefois, puis là je parle pas d'un cyber-incident, je parle d'une gestion d'incidents. Bien entendu, là, vous comprendrez, il y a deux aspects ici, physique et informatique. Puis je veux pas rentrer dans l'incident de sécurité où on s'est fait pénétrer par un pirate, etc. Je veux vraiment un peu vous exposer mon opinion sur les ingrédients puis une bonne mise en place pour être en mesure de dresser la table par le coordonnateur une fois que toute cette mise en place-là est faite pour orchestrer les différentes actions. Première des choses, un incident, c'est quelque chose souvent qu'on n'a pas pu prévoir pour toutes sortes de raisons. Dans la gestion de risque que vous avez pu avoir fait pour connaître votre appétit lors d'un incident, ben à ce moment-là, on ne peut pas couvrir le risque zéro. Va falloir se trouver une traque à un moment donné où on va devoir l'adresser. Un des premiers ingrédients pour s'assurer qu'on soit en mesure de détecter l'incident ou de le détecter pendant qu'il arrive ou après coup, ben c'est s'assurer d'avoir dressé la liste de vos inventaires, vos fameux éléments de configuration. Je le sais que ça devient de plus en plus complexe avec l'éparpillement que l'on fait de nos infrastructures chez les fournisseurs. Puis là, je suis pas péjoratif dans ce que je dis. L'info nuagique, des fournisseurs de services. Oui, Nico? Ouais, je vais rajouter, puis c'est d'où l'élément d'autant plus essentiel de l'inventaire, puis celui, je pense, qui a fait mal à énormément d'organisations avec Log4j, par exemple, en l'absence de ce dit inventaire-là. Ça devient très difficile de mesurer les actions qui doivent être posées. Ça devient très difficile d'avancer et même de détecter un problème qui va mener à un incident. Fait que votre inventaire devient un des ingrédients, mais ça devient aussi une source autoritaire. Ça devient un des ingrédients de base et un élément de gouvernance pour pas juste le traitement des incidents, pour un paquet d'autres choses. Pour un paquet d'autres choses, ça devient un ingrédient extrêmement important ici. D'où l'importance de le dresser et de le maintenir. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est ce qui est le plus tough à faire, c'est de s'assurer d'une maintenance en continu pour vous assurer, comme Nicolas vient de le dire, quand un incident se produit, ben ça se produit pas sur un élément sur lequel on n'a pas de vision ou on est aveugle. Ça se produit sur un élément que l'on connaît, qu'on a inventorié, on sait où ce qui est, on sait quoi il fait, on sait qui est propriétaire. Puis là, les notions de propriétaire, là, vous dresserez ça comme vous voulez dans vos entités. Ça peut être une personne au TI qu'on désigne comme propriétaire. Ça peut être une personne aux affaires, mais l'importance d'avoir un propriétaire, c'est que le propriétaire devient un des deuxièmes ingrédients très importants dans la gestion des incidents. Ça devient un point de contact qui est majeur, justement, pour le coordonnateur lorsqu'il va devoir commencer à faire des téléphones.
Oui, j'aimerais ça ajouter sur le fait de parler d'être aveugle. J'imagine que la surveillance de ces 10 actifs-là que tu as inventoriés sont absolument primordiales justement à l'activation de tout ça. Ben écoute, une des bonnes façons de faire une maintenance en continu de notre inventaire, c'est de se rendre compte que manuellement, puis là, je vous dis tout de suite, là, c'est un piège à éviter. Si vous en avez 7-8, là, manuellement, ça se fait. Il n'y a personne qui en a 7-8. Vous en avez beaucoup plus que ça, vous seriez surpris. Trouvez-vous quelque chose d'automatisé. Trouvez-vous quelque chose, même un progiciel. Payez-vous un progiciel, puis ça n'a pas besoin de coûter les yeux de la tête. Mais trouvez-vous un progiciel qui soit capable de gérer votre univers d'éléments de configuration. Ça va devenir un outil extrêmement important. Il va devenir convivial avec le temps. Il va pouvoir vous permettre de traiter aussi d'autres éléments, d'autres activités informatiques dont je ne parlerai pas ici. Là. Je parle ici de la désuétude, il y a toutes sortes d'autres activités qu'on peut traiter avec ça, mais l'important, c'est d'avoir la vision sur vos éléments. Qu'ils soient désuets ou non, là, c'est ayez la vision. Dotez-vous d'une mécanique le plus automatisée possible, un outil. Puis, afin de poursuivre, comme je disais, trouvez un propriétaire. Puis, un actif égale pas un propriétaire. Faites-vous des grappes. Faites-vous des dénominateurs. Vous avez des actifs, par exemple, serveurs, des actifs, base de données. Là, je parle pas ici d'une base de données DB2 sur le serveur XYZ qui est chez Amazon. Je parle du moteur DB2 qui traite l'ensemble des bases de données. Tu sais, remontez ça d'un cran. Essayez-vous d'avoir une vision là, sur vos éléments de configuration significatifs. Faites-vous des dénominateurs, nommez des propriétaires. Deuxième élément, on parle de maintenir votre inventaire. Assurez-vous que les propriétaires également, il y a une maintenance. Du mouvement personnel, il y en a au sein de vos entités. Tu sais, c'est un autre élément à prendre en compte. Ça peut souvent tomber entre deux chaises. Oui, l'ancien propriétaire, s'il est toujours à l'emploi, ça peut être une source très importante s'il connaît bien l'élément de configuration. Mais quand il change de secteur, ben, votre source autoritaire doit aussi refléter ces changements-là. Là, je suis très techno, mais cet ingrédient-là, c'est la base pour votre gestion de risque. Là, je trouve que tu n'es pas vraiment techno parce que pour avoir géré les incidents, j'en ai géré plusieurs. Les volets techno sont beaucoup plus hands-on que ça. Et ce que tu mentionnes, pour moi, c'est l'intrant nécessaire à une saine gestion et de ne pas cafouiller pendant qu'un incident se déclare ou même d'être capable de déclarer l'incident. Là. Ben oui, OK. Regarde, t'as raison. Je parle beaucoup de technologie, mais non, t'as raison, ça devient un ingrédient de gouvernance dans votre dossier. L'idée de base, c'est avez-vous une visibilité sur votre parc? Lorsqu'un incident va se déclarer, une inondation dans une de vos succursales, ça va être facile, là. Il y a un client ou il y a un caissier, une caissière ou un directeur de succursale qui va appeler, puis ça sera pas long, là. Mais vos ingrédients informatiques, c'est plus tough un petit peu. C'est plus tough parce que il y a la multiplication des pains. Autrement dit, l'info numérique permet de multiplier. Ça favorise une facilité. Ça favorise beaucoup de capacités. Shadow IT que tu aimes beaucoup. Oui. Puis, ça favorise malheureusement le Shadow IT. Mais le Shadow IT devient un vecteur, justement, un vecteur d'incident. Puis, si vous n'avez pas de vision là-dessus, oui, vous allez le détecter pendant votre gestion de crise. Mais deux, il y a des petites claques en l'air de la tête qui vont décoller à gauche et à droite parce que c'est un élément qui est devenu un vecteur qui vous a scrappé une prestation de service sur laquelle vous n'aviez pas de vision. Oui, puis ça, je parle de mon expérience. Je veux dire que l'absence d'inventaire est une nuisance grave ou une absence de connaissance de l'inventaire ou de comment les fonctions d'affaires fonctionnent. Pour le coordonnateur de l'incident, c'est juste, c'est un caillou, même un 3/4 dans tes souliers, mais une tonne de 3/4 dans tes souliers parce que c'est très difficile d'avancer et c'est très difficile de prendre les bonnes décisions justement pour résoudre l'incident de façon décente sans avoir cette information-là, ça tue là, si tu ne l'as pas. Là. Écoute,
pour poursuivre là-dessus, Nicolas apporte un bon point. Vous allez devoir une fois que l'inventaire est fait, même si l'inventaire n'est pas fait, il n'y a rien qui vous empêche de développer une mécanique. Puis, par pitié, testez-la, votre mécanique. Testez-la. Déclarez un faux incident. Comme on faisait à l'époque quand on avait nos infrastructures, réseaux dans le sous-sol de notre entreprise, on faisait une déclaration de faux incidents, une fausse météorite, un faux volcan ou peu importe, pour voir si nos mesures de contingence fonctionnent. C'est la même chose pour la gestion d'un incident. Un test, un vrai test. Demandez à quelqu'un de très créatif de vous opérer justement une simulation pour voir effectivement si, quand je dis quelqu'un qui est créatif, c'est que probablement qu'il va connaître certaines faiblesses au niveau de votre visibilité, puis votre gestion, puis votre contrôle, pour démontrer justement, regarde, malgré tout ça, là, si on fait ça sur ce qui est visible, voici la mécanique. Mettons qu'on le fait sur ce qui n'est pas visible, puis faites-le le test. C'est quoi les démarches exceptionnelles qu'on doit rajouter dans le processus? Pensez-y à ça. Parce que là, vous allez vous retrouver avec un flowchart, un arbre décisionnel où vous allez vous dire « Eh merde, on ne sait pas d'où ça sort. On n'a pas de track. » Vous allez déranger du monde. Vous allez le trouver, mais vous allez déranger du monde. Vous allez brûler du gaz. Faites-le pas quand ça arrive pour vrai. Faites un vrai test pour vous assurer d'avoir l'ensemble des activités. Vous allez découvrir que vous allez avoir besoin de nouveaux acteurs dans certains secteurs très importants, notamment l'architecture, entre autres. L'architecture, oui, sont très importants, mais dans une saine gestion d'incidents, ils vont être là pour la compréhension puis l'articulation des différentes activités. Je vais appeler ça ici des différents couteaux à rabaisser, à remettre à on, etc., pour orchestrer justement un confinement, une résolution et un redémarrage dans l'ordre adéquat. Mais assurez-vous que vous allez vous rendre compte que vous avez des acteurs beaucoup plus importants que vous pensez au sein de l'organisation pour vous appuyer là-dedans. Oui, puis je vais rajouter là-dessus 2 choses. La première, il existe des jeux de cartes pour simuler un incident. Donc, on peut commencer à jouer, à se pratiquer de cette façon-là, si à plus petite échelle. Et de toute façon, dans les grandes entreprises qu'on pourrait considérer comme matures en cybersécurité, ces activités-là se font annuellement. C'est-à-dire qu'il y a le PCA qu'on fait annuellement, qu'on fait le test de relève, le test de continuité d'affaires, s'il y a un incident qui arrive, pas un incident, mais un sinistre qui arrive, qui bloque une partie de l'entreprise. Au niveau incident, ça se fait comme de la même façon, c'est qu'on déclare un faux incident, comme tu mentionnes, et cette déclaration de ce faux incident-là déclenche le processus qui, normalement, devrait être documenté, comme tu mentionnes, avec les inventaires qui sont faits. Puis là, la personne créative, comme pour reprendre tes termes, doit inventer un scénario justement qui vient placer des zones dans lesquelles on a l'impression qu'ils sont moins bien contrôlés. Donc, de ce scénario réel et qui invoque les gens réels en vraies cellules de crise pour la gérer, incluant les VP, incluant les communications, incluant les gens, les mobiliser dans cette conditions-là, vient justement mettre en lumière exactement ce que tu dis. Disons, les architectes sont généralement des personnes très importantes parce qu'ils ont des sphères de connaissances transversales dans l'organisation et sont capables de guider les gens techniques à œuvrer correctement et à mesurer l'ampleur du dit problème. Fait que c'est essentiel. Au Québec, j'ai jamais vu d'entreprise qui l'ont fait. Pas parce que je n'ai pas vu que ça n'existe pas. Ça, c'est 2 choses. Mais si ça pouvait s'exécuter, au moins s'il y a des entreprises qui pouvaient en parler publiquement, justement, pour mettre l'exemple de ce qu'on en anglais on appelle tabletop, là, c'est-à-dire des incidents synthétiques qui sont faits pour pratiquer l'entreprise. Je pense qu'on a un gain énorme à faire de ce côté-là. Écoute, tu amènes un deuxième mot-clé, PCA. Une gestion d'incident, peu importe, ça se situe où au sein de votre infrastructure et l'impact que ça a sur une prestation de service, soit à l'interne ou à l'externe. Ce qu'on vous demande également au niveau de votre inventaire, là, essayez de regrouper votre inventaire par prestation de service. Pourquoi je trouve ça important? Parce que vous n'avez pas idée des fois comment un petit, simple élément de configuration, un fichier config peut avoir une ampleur désastreuse sur votre prestation de service. Assurez-vous
de l'associer à une prestation de service. Qu'est-ce qu'on va déceler au bout de ça? On va déceler le propriétaire de la prestation de service qui va devenir un acteur important, pas pour régler le problème, pour qu'on l'informe, parce que lui, s'il doit faire des communiqués à l'externe, si on doit arrêter sa prestation de service, bien, c'est lui qui est au bat, justement. Fait qu'il devient dans la loupe de la gestion de crise. Fait qu'assurez-vous de faire vos grappes par prestation de service. Ça vous permet aussi de réduire la liste des différents acteurs et propriétaires, tant au niveau des communications, du traitement de l'incident et de ceux qui vont prendre les décisions, mais de la maintenance de ces acteurs-là, parce qu'ils vont bouger au sein de l'entreprise. Puis on veut s'assurer que l'acteur suivant, dans son rôle, quand il va s'approprier son rôle, ben, on lui donne le cahier de charge au niveau de la gestion des incidents. Il faut qu'il comprenne qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui peut l'appeler, puis il va lui dire, on arrête tes services, prépare ta page web qui annonce l'arrêt des services, puis attends-toi un appel du boss. Il faut que ces gens-là soient prêts à ça, comprennent leur rôle aussi là-dedans. Ils ne sont pas là pour rassurer, ils sont là pour prendre des décisions aussi avec vous autres. Et sont là pour qu'ils comprennent des décisions sur lesquelles il n'y aura pas de contrôle. Il n'y aura pas de dire non, je veux qu'on... Non, voici les risques. Est-ce qu'il les comprend les risques? Puis pourquoi on fait ça? Puis sachez que dans la gestion d'incidents, quand on prend des décisions, on veut que les décisions soient orchestrées pour un retour à la normale le plus rapidement possible, pas pour blesser une prestation de service. Il faut que les gens comprennent tout ça dans la mécanique. Tout à fait. Puis, dans le fond, l'implication de ce qu'on pourrait appeler le client affaires, mais dans le fond, le propriétaire affaires d'un service est essentiel parce que lui-même connaît l'importance de sa prestation, s'il y a des dates à respecter, s'il y a des éléments à respecter. Dans le fond, pour le retour à la normale, c'est nécessaire de connaître sa réalité à lui, que généralement en TI, nous, où on vit, on est moins connaissant de sa réalité à faire dans laquelle il y a des prestations qui doivent être à date fixe, où il y a de l'image publique, ou tout ce qui doit être géré de ce côté-là pour justement arriver à un volet, une maîtrise de ce. Et dans le fond, c'est comme comme une danse à deux qui doit être faite, là. Oui. Puis, écoutez, je ne veux pas dénigrer les entités privées, mais je parle aux compagnies cotées en bourse. Quand un incident arrive, que votre prestation de service est à l'externe, que vous avez une forte exposition, vous avez des actionnaires et l'obligation de divulgation. C'est d'autant plus important de bien comprendre votre rôle pour ceux qui sont dans les entités cotées en bourse. Vous avez des divulgations trimestrielles à faire, vous êtes sur la place publique, vous avez vos actionnaires principaux, vous avez vos actionnaires secondaires, mais tous les autres actionnaires, vous avez votre auditeur externe aussi qui voit ça arriver. Assurez-vous de bien jouer votre rôle, bien communiquer, comprenez les décisions, documentez pourquoi vous avez fait ça, c'est quoi le time frame. Tout ça, ça se fait pendant. J'ai pas envie de parler de documentation, mais sachez que c'est une entité privée ou publique, bien entendu, la documentation d'un incident est importante. Je parle pas d'une documentation étoffée. Je parle d'une documentation relativement simple pour qu'on comprenne les différentes actions et qui a pris les décisions jusqu'au retour à la normale. Ensuite de ça, on fait quoi? On remonte la chaîne. On remonte à la cause racine. Est-ce qu'on l'a vraiment réglé, le problème? Y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas vues entre-temps? Faites-vous votre post-mortem. Je vais rajouter un point. La PS 64 au Québec a rajouté l'obligation pour les entités de devoir divulguer des incidents qui ont en rapport avec la divulgation d'informations personnelles. Donc, on a quand même un vecteur plus grand de divulgation obligatoire. En Europe, ça fait déjà un certain temps qu'eux-mêmes l'ont, cet élément obligatoire-là. Donc, même au-delà de ça, il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont obligées de déclarer, peu importe l'entité qui doivent déclarer quand même l'existence d'une fuite ou d'un incident selon le cas, tout dépendant comment ça s'exécute. Puis l'élément que tu t'amènes, c'est très important de documenter. Moi, ce que j'appelle ça, faut peut-être ton scribe. Faut qu'il y ait un scribe dans l'incident, quelqu'un qui va documenter pendant que les gens en font.
parce que généralement, les gens techniques au niveau TI vont avoir de la misère à documenter pendant qu'ils font parce qu'il y a une certaine forme d'urgence dans l'action de ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est un peu plus difficile de les amener à documenter tous les gestes qu'ils font. Et c'est à ce moment-là qu'il faut absolument avoir ton scribe. Tu as quelqu'un qui est plus habile avec le crayon et d'être capable de décrire les événements justement pour arriver à ton post-mortem qui est une activité aussi primordiale dans la gestion de crise, de gestion d'incident. Vous savez, il y a la petite fonction où on enregistre nos actions dans Snagit, mais ça finit par faire des gros fichiers. Mais comme Nicolas l'a dit, le script va être capable de très bien résumer. Fait qu'on va très bien comprendre le contexte, le pourquoi, le qui, le comment. Et puis, est-ce que ça est le succès? C'est favorable ou défavorable? On reprend si c'est défavorable, bon, etc., etc. Mais le script va être capable, lui, de créer l'histoire de façon résumée sur la gestion de l'incident. Et ça devient une histoire. Puis c'est pour ça qu'on ne demande pas que ce soit des romans de 300-400 pages. Parce qu'après ça, ça va devenir votre post-mortem. Vous allez retravailler ça. Vous allez regarder, y a-t-il quelque chose qu'on aurait pu faire mieux? Quelque chose qu'on peut automatiser? Quelque chose qu'on peut simplement arrêter de faire? Quelque chose qu'on aurait décelé comme outil service qui serait peut-être inutile. Je rentre dans d'autres détails, mais au terme d'une gestion d'incident, le post-mortem, vous reprenez vos différentes activités à tête reposée, puis c'est là où vous dites, OK, est-ce qu'on a été bon? Est-ce qu'on pourrait être meilleur? Et voilà, et voilà. Oui, puis effectivement, puis ça, tu appelles le post-mortem, mais aussi connu par les Français par retour d'expérience, qui est essentiellement l'activité qui, puis les autres, ils déclarent ça en 3 choses. Tu as un retour d'expérience à chaud, à tiède et froid. À froid, c'est 1 mois après ton incident, mais à chaud, c'est pendant l'incident, tu as quelqu'un, ton scribe ou peu importe, un médiateur, tout dépendant, qui vient parce que tu as quand même un élément humain qui est très important dans une crise où tu as du monde en friction, parce que des fois, les relations entre les affaires et les TI ne vont pas toujours nécessairement bien. Et ces gens-là ne s'entendent pas toujours très bien, ou même entre les gens TI ou entre les gens affaires peuvent avoir certaines frictions qu'il faut amener justement à désamorcer pour que la gestion de la crise elle-même se fasse correctement, sainement et arrive à quelque chose. Donc, à chaud, pour désamorcer, à tiède, suivant l'événement, là, tu prends ton script, tu remets en place, et à froid, là, on vient s'asseoir 1 mois après, quand toutes nos petites velléités personnelles ont passé, dans lesquelles on a eu le temps de réfléchir et de méditer sur nos émotions. Là, on vient en parler de façon plus froide et de façon plus rationnelle au bout de certains temps. Ben écoute, tu viens d'aborder un point important. Avant que je retourne au PCA, à l'importance, à la compréhension d'un PCA, en fait, aux ingrédients d'un PCA, assurez-vous pendant cette gestion-là, assurez-vous du moral de vos troupes. Essayez de déceler certaines tensions, certaines frictions, certains malaises. Assurez-vous là, que tout le monde comprend dans quelle direction on va. Tout le monde acquiesce que c'est pas le temps de dérailler. C'est pas le temps de dérailler. Les petites vendettas personnelles, ça reste dans le tiroir. Assurez-vous là d'une saine gestion pour pas que ça explose durant l'incident. Parce que ça devient désagréable pour tout le monde. Ça vient créer un stress. Et puis, le facteur de succès vient de régresser à ce moment-là. Vous perdez du temps pour cette gestion-là. Fait assurez-vous que les gens sont toujours à l'aise dans leur rôle. Parce qu'un incident, quand ça va se traiter, là, il ne sera pas 13h30 là, après la digestion de votre sandwich. Là. Ça se peut que ça se fasse à 11h30 le soir, puis qu'à 7h, vous soyez encore au clavier puis aux commandes en train de prendre des décisions. Assurez-vous du moral de vos troupes. C'est important là aussi, là, très important. Je reviens au PCA. Un des éléments du PCA, puis là, je ne parle pas de mettre en place puis de réaliser un plan de continuité des affaires dans la gestion d'un incident. Mais après la gestion de risque, après votre inventaire, après vos propriétaires, après avoir mis une cote de priorité sur vos éléments de configuration qui offrent des services, va se décliner en PCA. Assurez-vous d'attacher votre gestion d'incident à votre PCA. Est-ce que ça touche à un des éléments de votre PCA? Votre PCA va contenir aussi une mécanique pour une remise en route. Puis des fois, va contenir des recettes pour des remises en route. Réutilisez cette information-là. Allez la chercher. Essayez pas de réinventer des fois une façon de faire. Récupérez ce que vous avez produit pour votre plan de continuité. Ça va vous donner des fois un ordre dans lequel éteindre, redémarrer des services, puis peut-être des personnes aussi à appeler. Peut-être même que vous allez vous rendre compte que en éteignant un service, vous allez affecter un autre secteur.
Encore d'où l'importance de l'inventaire et d'attacher ça à la prestation de service pour être certain justement qu'un VP ne se réveille pas en pleine nuit parce que son adjointe, ses architectes sont en train de l'appeler parce qu'ils sont plus capables de travailler. Puis là, tout le monde se cherche, là. Assurez-vous de bien attacher tout ça parce que une gestion d'incident, plan de conduite des affaires, il y a une symbiose entre les deux, là. Puis tout ça démarre de votre fameux inventaire puis vos grappes par prestation de service. Oui, puis je dirais que justement, les responsabilités, les capacités de prise de décision doivent être déclarées aussi. Qui peut faire quoi? Puis c'est un des éléments très importants parce qu'on n'ira pas nécessairement réveiller un VP parce qu'on a une switch à tourner. Par contre, on va le réveiller dans d'autres circonstances. Donc, cette chaîne de commandement-là, cette connaissance-là de qui prend les décisions est très importante. Et il faut savoir aussi que généralement, un professionnel n'est pas généralement habilité à prendre une décision. C'est un gestionnaire qui doit prendre une décision. Puis ça aussi, c'est très important dans une organisation parce que l'imputabilité du gestionnaire sur lequel on prend cette décision à sa place, des fois, pour être froissé dans un incident. Et c'est important justement de ne pas froisser les gestionnaires parce que c'est eux nos meilleurs alliés pour nous aider à acheminer un incident rapidement et efficacement. Fait que, avec votre inventaire, vos codes de priorité, vos propriétaires, les grappes par prestation de service, les propriétaires de prestation de service, vous avez vos acteurs, vous avez une visibilité, puis la visibilité, c'est ce que vous connaissez. Vous allez toujours déceler des petits éléments mystérieux qui apparaissent. C'est pas grave, ça va arriver. Ça s'appelle du shadow IT. Ben, vous l'inventoriez à ce moment-là. Vous avez votre coordonnateur, il y a sa cellule de crise, il y a les spécialistes rattachés aux différents services. Je parle ici sysadmin, DBA, programmeur développeur. Moi, j'aime mieux le terme programmeur, mais vous avez tous vos acteurs. Vous avez votre scribe, vous avez vos preneurs de décision. Fait que vous avez votre chaîne d'approvisionnement et votre chaîne de commandement est en place. Là, vous pouvez appliquer votre mécanique pour justement confiner, corriger et puis prendre des décisions pour éteindre, redémarrer des services pour un retour à la normale. Faites vos tests, bien important. Un service redémarré ne veut pas dire un service pleinement fonctionnel et disponible. Assurez-vous d'avoir quelqu'un, une équipe de prête ou planifiez vos tests pendant la gestion de l'incident pour justement bien encapsuler ce dont vous avez besoin. Pas déranger trop de monde, mais suffisamment pour vous assurer que le service est reparti. Autre élément important. Pendant que vos opérateurs vont travailler sur le problème, il va falloir assurer une forme de vigie, une forme de surveillance. C'est plate, mais il faut faire un petit peu la police. Parce que à certains moments, il y a quand on gère un incident, c'est parce que c'est souvent en production. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'accès en production auxquels vous allez avoir octroyé des accès pour opérer les solutions correctives. Quand je demande d'assurer une vigie, là, assurez-vous de limiter les accès seulement aux opérations qui sont nécessaires pour la résolution de l'incident. Des fois, vous n'aurez pas cette vision-là sur les opérations nécessaires. Vous allez donner des accès très larges. Faites attention. Tout le monde c'est pas tout le monde qui est gentil. Il y a des méchants au travers de ça. Vous exposez de la donnée très confidentielle pendant la gestion. Quand je demande de faire une surveillance, là, je demande pas de mettre des capteurs de clés de clavier. Non, mais assurez-vous d'une forme de surveillance pour les employés qui opèrent là-dedans. Faites l'énumération de vos employés. C'est quoi les accès supplémentaires que vous leur avez octroyés? Un, pour les enlever une fois que l'incident est levé, là, puis tout est correct. Puis les différentes actions que vous ne voudriez pas voir qu'ils auraient pu faire, il va falloir trouver des mécaniques pour vous assurer qu'il n'y ait pas justement d'exposition d'erreurs humaines. Faites attention, il peut y avoir des erreurs humaines où il y a des données qui vont fuiter. Fait qu'un incident de sécurité va se déclarer pendant la gestion d'un incident. C'est pas chic, là. Fait que assurez-vous d'une forme de surveillance. Libre à vous du choix de votre mode de surveillance, mais vous allez devoir trouver une méthode, justement, pour
gérer cet événement exceptionnel-là qui expose une quantité de données hautement sensibles à des employés qui n'ont pas accès à ces données-là, qui ne devraient pas avoir accès à ces données-là de toute façon. Comprenez ce risque-là, vous devez le gérer. Absolument. De toute façon, on embarque dans la journalisation au sens large, dans lequel, de toute façon, les organisations, j'ose espérer un seuil de journalisation déjà suffisant. A posteriori, c'est sûr que tu dis parce que toi, tu vis dans un monde beaucoup plus réglementé et qui surveille davantage les accès aux données. Et pas parce qu'on est dans un univers réglementé comme le tien qu'on ne doit pas faire ce degré d'attention-là. Puis ça, je trouve ça dommage qu'on est obligé d'attendre d'être dans un univers réglementé pour agir de façon saine et de ne pas donner des accès larges à tout le monde. Puis j'ai déjà entendu, puis c'est pas si longtemps que ça, des administrateurs de système qui veulent « Ouais, moi j'administre le système, j'ai accès à tout, je dois avoir tout. » Non. Et surtout en cas d'incident, il faut surveiller d'autant plus que c'est un moment de crise où tout le monde court partout et les gens sont prompts peuvent faire des erreurs, puis ça arrive parce qu'on doit régler des choses vite. On est fatigué, on le mentionnait plus tôt que justement on est des fois la crise est déclarée à 23 heures, puis à 7 heures le matin, on est encore en train de travailler dessus. C'est taxant, c'est fatigant, il faut faire attention. La journalisation nous permet justement de corriger des erreurs qui auraient eu lieu et nous permet aussi justement de s'assurer que les gens n'ont pas outrepassé les actions qu'ils devraient avoir faites pendant justement le dit incident. Puis dernier petit élément qui est venu à mes oreilles là, un petit peu plus d'un an. Je parle de l'inventaire de vos actifs. Je parle de grapper ça par prestation de service. Assurez-vous que vos fournisseurs, les fournisseurs exploitants de vos solutions et les fournisseurs chez qui vous exploitez des solutions sont dans la loupe aussi. Ce n'est plus rare de nos jours qu'un pourcentage relativement significatif pour moi, là, c'est 10% de vos services, pour votre prestation de service, vous utilisez des fournisseurs. Pour moi, c'est suffisamment significatif pour que ces gens-là soient inclus aussi dans votre gestion d'incident. Assurez-vous qu'au contrat, il est prévu, vous avez la visibilité de votre prestation de service, puis 2, vous avez prévu au contrat qu'il doit vous désigner une ressource en cas de gestion d'incident. Puis cette ressource-là, justement, doit hautement collaborer avec vous parce que si c'est un service, je vais prendre du courtage en ligne, par exemple. Il y a des services de courtage en ligne chez qui une entité va produire de la donnée de courtage, va transmettre ça à un fournisseur qui a l'ensemble des données réelles du courtage et il va vous cruncher vos données, il va vous les renvoyer. Vous avez des obligations pour le courtage. Je le sais parce que je le sais. Vous avez des obligations en termes de jours. Puis là, si vous arrêtez un service, puis les données partent pas, puis vous avez une obligation de délai, puis là, votre fournisseur vous appelle en disant « Hey, t'as coupé le fil, j'ai pas reçu tes données, je peux plus te les cruncher, mes services sont fermés. » Ça va pas bien. Fait que assurez-vous de les impliquer. Puis, si jamais vous aviez une obligation en termes de délai pour le courtage, vous aviez un incident géré et tout ça est documenté, fournisseur par fournisseur, bien, vous avez un levier ici pour justement pas avoir de pénalité, pour être en mesure justement au bénéfice de vos clients, mais vous n'aurez pas de pénalité des autorités réglementaires, notamment de courtage. Je prends un exemple de courtage parce que je sais que pour certaines formes de courtage, il y a des délais en termes de jours. Mais une gestion d'incident, c'est un bon justificatif. Là. 1, ça s'explique. 2, ça s'explique, c'est comprenable, puis vous avez tout fait justement pour éviter que cet incident-là se produise. Et vous avez tout fait pour faire un retour à la normale. Je ne vois pas pourquoi on vous pénaliserait pour ça. Là. L'importance de documenter aussi. Mais l'importance d'avoir le fournisseur dans votre loupe, c'est encore mieux parce qu'en amont, il est déjà au courant. Il est déjà au courant puis il peut déjà collaborer avec vous autres. Moi, c'est ça que je trouve important. Puis tu as l'aspect réglementaire dans ce cas-ci, puis je trouve important que tu l'aies mentionné justement parce qu'il y a certaines lignes d'affaires qui vont s'énerver pour remettre trop rapidement un service en ligne une fois qu'il a été compromis ou il a été participé à un incident, au lieu d'attendre un sain retour à un niveau de stabilité suffisant avant le retour en ligne. Il faut comprendre, il vaut mieux un service
qui est retourné de façon normale que précipitée. Parce que si on le retourne de façon précipitée, il n'est pas dit que l'incident ou si c'est un incident de cyber a été complètement nettoyé, donc le malveillant est encore dans les lieux. De un, il peut fuiter notre information. Fait faut balancer les deux, puis c'est ça l'importance d'avoir le dialogue avec les affaires et justement d'impliquer les fournisseurs. Puis l'autre axe des fournisseurs, ben, c'est parce que certains sont participants dans notre cycle d'information. Donc, si l'information, il y a un cycle qui est brisé, bien, ils doivent être mis au courant, indépendamment, là, tu parles de courtage et d'obligations réglementaires, mais même au-delà de ça, on doit quand même les informer, même participants, parce que des fois, les incidents cyber, surtout, vont remonter jusqu'à un fournisseur et éviter que ce fournisseur-là soit impacté d'une façon ou d'une autre ou soit touché par cet incident-là ou s'il y a des mesures que lui-même a à prendre ou si cet incident-là nous arrive du dit fournisseur, parce que c'est pas exclu non plus, là. Écoute, moi, au niveau du fournisseur, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est justement s'il n'est pas informé, puis il n'y a pas d'information à jour, puis il se met à produire de la mauvaise information à son insu, puis qu'il retire dans nos systèmes ou que cette information-là décolle directement chez nos clients. Moi, je trouve que c'est un facteur encore plus aggravant que, comme tu dis, le malveillant est encore là ou il n'était pas impliqué. Je pense que la production de mauvaise information est assez terrible aussi dans ce dossier-là. Un, ça peut faire mal parce que là, il faut reculer dans le temps. Il faut reprendre là où c'était. Puis là, on se retrouve à déterrer un incident qu'on a déjà géré. Puis, pourquoi on ne l'a pas décelé en post-mortem? Un, parce qu'en amont, dans l'inventaire, il n'était pas identifié. Grosse erreur. Deux, dans le post-mortem, vous vous êtes pas posé la question, puis vous avez fermé justement l'incident. Trois, là, c'est votre fournisseur et ou vos clients qui vous appellent. L'importance de la bonne relation et de comprendre les interactions techno avec les fournisseurs, c'est très important là, dans ces dossiers-là, justement, pour éviter la production de mauvaises informations ou pour éviter, comme Nicolas l'a dit, là, une certaine fuite d'informations ou est-ce que le problème, on l'a décelé, est-ce qu'on a décelé la vraie cause racine chez nous ou est-ce que ça vient de chez le fournisseur? On ne veut pas taper ses doigts. On veut s'assurer que ça se reproduise, qu'on corrige comme du monde et que ça ne se reproduise plus. Ultimement, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas le coupable. On veut comprendre le pourquoi, parce qu'on veut corriger au bon endroit. Puis surtout, on veut éviter que ça se reproduise. Ça pourrait se reproduire, fine. Mais ce qu'on veut à tout prix, c'est éviter que ça se reproduise. Effectivement, puis ça, c'est une chose de ne pas chercher de coupable. Ça, c'est un peu l'espèce de spasme humain de vouloir chercher un coupable dans une situation comme ça. C'est une des choses à proscrire, parce que la chose, c'est pas de trouver un coupable, c'est de trouver des solutions et justement d'arriver à une résolution de l'incident le plus rapide possible et avec le moins de frais et le moins de dommages possible. Mais si on commence une chasse aux sorcières pendant la gestion de l'incident, on est foutu parce qu'on perd d'énergie sur des choses qui servent à rien, comme perdre d'énergie sur vouloir mettre des choses, ne pas vouloir participer. En tout cas, bref, il y a plein de choses qu'il faut éviter pendant une gestion de crise, justement, qui est contre-productif. Ça en est une. C'est mal parce que, justement, tout le monde est participant, tout le monde est participant à la solution dans ce genre de choses. Ça fait un excellent survol, en tout cas, un premier très grand survol de gestion de crise, gestion d'incident. Très intéressant, très haut niveau. On va probablement peut-être descendre dans certains des créneaux particuliers parce que c'est énorme la gestion d'incidents. Ça couvre beaucoup, beaucoup de choses. On va se baser sur vos questions, vos préoccupations par ce genre de choses-là. Fait que communiquez avec nous, on va en prendre compte puis justement peut-être faire un deuxième et un troisième épisode justement sur le sujet. Fait que, merci énormément, Vincent, pour ton énorme contribution de ton expérience sur ce dossier. Ben écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Fait que, comme Nicolas dit, on est ouvert aux questions. On n'est pas parfait dans les réponses. On a nos propres expériences, bien entendu. Mais somme toute, une gestion d'incident, la mécanique, les ingrédients nécessaires, puis la mécanique, c'est pas mal un copier-coller d'une entité à l'autre. C'est peut-être l'ordre dans lequel on va orchestrer les différentes mécaniques, la chaîne de commandement qui va un peu différer. Mais ultimement, la recette est sensiblement la même. Merci.